Professeur Bendy Falla. Dans un premier temps, est-ce que vous me voyez et vous m'entendez? Si c'est le cas, vous pouvez lever la main. Euh, Nickel. Bon, je vois que la technique fonctionne. Dans un premier temps, je vais me présenter. Merci pour vos retours, je les vois en même temps. Et je vais rapidement présenter notre structure, donc notre organisme Médéré en quelques mots. Je laisserai ensuite la parole à Michel Galati, qui est donc responsable marketing chez Pulse Life, qui est notre partenaire pour cette formation ce soir, que vous connaissez sûrement. Et ensuite, bien entendu, je laisserai la parole au professeur Medifala pour son intervention qui se déroulera sous un format question-réponse. Voilà, donc le but, c'est que vous puissiez prendre la parole, soit en activant votre micro, soit en utilisant le chat pour accéder au chat si vous êtes sur ordinateur. Donc ça se passe en bas au centre de votre écran. Vous avez un bouton en forme de bulle de bande dessinée sur lequel vous pouvez interagir et poser toutes vos questions. Voilà, ça sera un petit peu le format pour plus d'interactivité et de dynamisme. Le professeur Bendipala sera à votre écoute pour répondre à vos questions. Donc pour commencer, nous, donc Médéré, nous sommes un organisme de formation médicale qui s'engage pour contribuer à l'excellence de sa communauté de soignants, donc pour vous, pour améliorer votre pratique au quotidien et actualiser vos connaissances en vous fournissant un contenu à forte valeur ajoutée. Aujourd'hui, on est une petite équipe de 8 qui voilà, travaille tous les jours pour soigner la qualité scientifique, pédagogique et également opérationnelle que nous mettons à votre disposition. Ouais, nickel. En quelques chiffres rapidement, donc aujourd'hui, depuis 3 ans et demi, nous avons formé 15 000 soignants. Parmi vous, vous êtes déjà peut-être formés avec nous, vous serez les prochains. Nous avons un catalogue complet avec plus de 50 formations accessibles sous différents formats pour répondre à vos contraintes. Et également, nous travaillons avec plus de 100, même 130 formateurs référents reconnus comme le professeur Bendy Falla sur, par exemple, la thématique de l'endométriose. Euh, voilà. Et ensuite, alors voilà, les grandes lignes pour Médéré. Donc, comme je vous le disais, on est accompagné des meilleurs experts voilà, qui sont disponibles pour vous. Nous sommes une équipe qui, voilà, on essaie de s'adapter au maximum pour être flexible avec une méthodologie pédagogique et un contenu scientifique à haute valeur ajoutée. Voilà, je laisse la parole à Michel pour présenter rapidement sa structure également. Bonsoir à tous, merci beaucoup Faustine et merci à Médéré et au professeur Bendy Falla de nous permettre d'être présents ce soir aussi sur ce webinaire. Donc pour vous présenter rapidement Pulse Life, donc c'est Pulse Life, on s'appelait avant 360 Medix, donc c'est pour des décisions médicales éclairées. Euh, L'idée, en fait, c'est que Pulse Life, c'est une solution qui est disponible sur mobile et sur ordinateur, sur laquelle vous allez pouvoir retrouver tous les éléments dont vous avez besoin pour votre pratique quotidienne. Il va y avoir les différentes pathologies qui sont référencées, donc tous les documents de référence des sociétés savantes. Il y a aussi une base médicamenteuse qui référence plus de 11 000 médicaments avec les posologies, les indications, les contre-indications. Il y a aussi une centaine d'outils cliniques qui ont été créés en partenariat avec les sociétés savantes compétentes qui vont vous aider en fait toujours dans votre pratique quotidienne. Donc il y aura des algorithmes d'aide à la décision, des scores, ce genre de choses. Et enfin, il y a un fil d'actualité qui est 100% personnalisé selon votre profil médical et qui vous permet en fait de faire votre veille médicale. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher les derniers articles qui sont sortis. Vous avez tout qui est sur votre fil, un petit peu comme Facebook, voilà, au niveau de l'organisation. Merci beaucoup, professeur. Donc ça, je vous l'ai dit, c'est disponible via une plateforme web et mobile. Donc mobile quand vous en avez besoin en service et sur votre ordinateur si vous voulez faire de la veille et regarder des outils un petit peu plus posément. Et c'est une solution, il faut le savoir, qui est gratuite tant que vous justifiez de votre statut de professionnel de santé et fiable. Je remets ce point parce que c'est important. C'est vraiment des outils cliniques qui sont certifiés puisqu'ils sont travaillés en partenariat, encore une fois, avec des sociétés savantes ou avec des associations compétentes.
Voilà, aujourd'hui, ce n'est pas les bons chiffres. On a une communauté de plus de 700 000 soignants, dont plus de 300 000 médecins. On touche aussi les infirmiers et les pharmaciens. Donc voilà, c'est une solution qui a montré ses preuves et qui plaît. Merci beaucoup. Et je ne vais pas détailler tout ça parce que je vous en ai déjà un petit peu parlé, mais je vous ai mis des exemples de recherche que vous pouvez faire, par exemple, dans la barre de recherche Pulse Life, sur la solution Pulse Life. Donc, vous avez besoin d'aller rechercher la posologie d'un médicament, vous tapez l'info avec les contre-indications, par exemple, et vous aurez le paragraphe dédié qui va ressortir directement. Euh, Merci beaucoup. Pareil, vous avez besoin de vous mettre à jour sur une pathologie, vous tapez la patho en question et vous avez les dernières recommandations des sociétés savantes compétentes qui vont remonter, plutôt que d'aller chercher l'information sur Google, où vous avez parfois du contenu pas fiable. Vous avez des outils d'aide à la décision, comme je vous l'avais expliqué, sur différentes pathologies. Là, je vous ai montré un algorithme qu'on a développé sur les dernières recommandations de la SFD, que l'ANIDEN a développé, qui aide sur la prise en charge du diabète, par exemple. Et enfin, pour terminer, vous avez tous les scores pratiques pour votre pratique. Je vous ai mis l'exemple du score de Glasgow. Vous avez juste à taper Glasgow dans la barre de recherche et vous trouverez le petit fichier utile pour pouvoir indiquer vos résultats et optimiser la prise en charge de votre patient. Voilà, donc je vous invite à tester Pulse Life. Il n'y a pas d'engagement de votre part, ça reste gratuit. Voilà, donc vous pouvez aller sur le site, c'est pulselife.com et vous pouvez vous inscrire. Voilà. Et je laisse la parole au professeur Pendifala. Merci beaucoup de m'avoir passé les slides, c'est très gentil. Et j'ai hâte d'écouter la suite de ce webinaire. C'était avec un véritable plaisir. Donc bonjour à toutes et tous. Je suis ravi de vous retrouver ce soir. Il est tôt en même temps et en même temps pas si tard que ça. Et donc ce que je vous propose peut-être pour d'aborder cette question de l'endométriose, c'est vraiment dans l'interactivité. On a 1 heure et l'idée c'est d'essayer à partir de quelques points ou quelques situations très concrètes de finalement poser les enjeux de cette endométriose et puis surtout les premières pierres d'une prise en charge à la fois moderne, innovante, qui tient compte de tout ce qu'on sait sur la pathologie et surtout tout ce qu'on ne sait pas. C'est finalement, à mon avis, le cœur de la discussion qu'on aura aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à interagir sur le chat et on va finalement avancer très vite. Donc, situation assez simple. Et voici une situation très concrète que vous connaissez, qui est celle d'une jeune fille de 17 ans qui a des dysménorrhées depuis 4 ans avec un absentéisme. Et généralement, une des premières questions qu'on peut vous poser dans ce contexte-là, c'est, alors il y a 2 questions en une, c'est celle de l'hérédité et c'est celle des examens que vous réalisez dans ce contexte très précoce d'apparition de la symptomatologie. Et j'imagine que vous avez à peu près tous votre idée sur le sujet. Donc, on va utiliser le chat. Et première question, qui ferait pour une jeune fille de 16 ans une échographie en première intention devant des symptômes pour à peu près avoir une idée de la question d'endométriose? Levez la main ou pas. Qui fait une écho? On lève la main si on fait une écho. OK. Donc, finalement, il n'y a pas tellement de mains levées. Qui fait une IRM en première intention devant cette symptomatologie douloureuse? Vous pouvez utiliser le chat, hein, n'hésitez pas. Alors, je repose ma question. Jeune fille, adolescente, avec une symptomatologie douloureuse. La question qui est posée, c'est que faisons-nous comme imagerie en première intention pour essayer un petit peu d'apporter un rationnel à cette question de la symptomatologie. Le rationnel, c'est de savoir si oui ou non on a de l'endo et auquel cas, soit il y a une échographie en première intention, soit il y a une IRM en première intention. Et donc là, l'idée, c'est de savoir un peu comment est-ce qu'on peut hiérarchiser ces examens. Donc, on repart sur les questions. Qui fait une écho en première intention? Alors, dans le chat, Et, ça répond, ouais, pas mal. Beaucoup, il y a allez, dizaines d'échos, un IRM, ok. mais l'écho prend le dessus. Ok, donc moi je vais vous donner mon point de vue dans un centre expert et puis après je vais vous donner ce qu'on est censé recommander et faire. En pratique, dans la pratique courante, souvent quand vous avez des patientes en première intention ou en deuxième ou en troisième intention, tous ces examens ont été réalisés, écho et IRM, voire même plusieurs échos et voire même plusieurs IRM. Et dans cette situation-là, de dysménorrhée primaire ou secondaire, de dysménorrhée avec impact sur la qualité de vie, effectivement, un des premiers enjeux, souvent pour la patiente, mais aussi sa famille, c'est de pouvoir mettre des mots de concrétisation d'une maladie. Et dans ce contexte-là, bah, vous savez bien que l'échographie a beaucoup d'intérêt dans un premier temps chez la patiente adolescente
essentiellement pour la mise en évidence des lésions d'endométriose qu'on appelle plutôt des kystes d'endométriose, puisque vous savez que l'écho est très performante pour mettre en évidence des boules ou en tout cas des formations kystiques. Mais vous savez aussi que dans cette question de l'échographie, il y a la question de l'expérience du radiologue, il y a aussi la question de la voie d'abord. Est-ce que c'est une échographie par voie suspubienne ou est-ce que c'est une échographie par voie endovaginale? Quand vous avez combiné à la fois la question de la pertinence de l'imagerie sur les lésions qu'elles peuvent voir, mais aussi de la voie d'abord pour les très jeunes filles, vous arrivez en conclusion, compte tenu de la prévalence des symptômes chez ces jeunes filles, à une idée très claire que l'échographie est un examen intéressant, mais souvent très peu informatif en première intention chez les jeunes filles. Ce qui nous amène très rapidement à se poser la question de l'IRM. Et je dois dire que de ce point de vue, pour les patientes adolescentes, l'IRM en elle-même est un examen intéressant, mais qui revient très souvent normal. Et donc, vous allez vous retrouver dans une situation difficile à gérer, que vous connaissez bien, qui est celle de la discordance. Une jeune fille douloureuse, une jeune fille avec un impact sur sa qualité de vie, et en relation avec ses symptômes, une imagerie strictement normale. Et cette discordance clinico-radiologique, du coup, il faut la gérer au sens de, il faut pouvoir expliquer aux patientes que les examens d'imagerie ont un certain nombre d'atouts. Qu'est-ce qu'ils permettent d'éliminer le plus vraisemblablement? Les formes sévères de la maladie, les formes kystiques de la maladie, et puis ensuite, tous les diagnostics différentiels de douleurs précoces, notamment comme les malformations utérines, etc. Qu'est-ce que ne permet pas d'éliminer une échographie très précoce ou une IRM très précoce? Elle ne permet pas d'éliminer les formes les plus superficielles de la maladie et reste discutable pour les formes intermédiaires, notamment les endométrioses profondes, qui ne sont pas les formes les plus développées, comme les endométrioses avec atteinte digestive. Donc vous voyez bien que très précocement dans la gestion des adolescentes et de ces jeunes filles, on va être confronté face à cette discordance et qui est à mon avis la plus difficile à gérer dans un premier temps. Est-ce que ce point sur la discordance et les examens à réaliser, c'est à peu près évident pour vous? Et si on s'en tient aux recommandations européennes, sachez qu'actuellement, il est mis sur le même niveau de faire une échographie et une IRM pour tenir compte du contexte de l'ensemble de l'Europe. Sachez également que les recommandations françaises qui avaient été écrites en 2017 avaient préconisé de faire dans un premier temps une échographie et en fonction des résultats de cette échographie, pouvait exister plusieurs possibilités, parmi lesquelles la mise en évidence d'une endométriose, diagnostic posé, la mise en évidence d'une anomalie avec un diagnostic différentiel. Dans ce cas-là, il fallait tenir compte de ce diagnostic différentiel. Puis, parfois, un examen strictement normal qui vous amenait de façon hiérarchique à une situation que vous connaissez, c'est le traitement hormonal empirique, c'est-à-dire mettre à l'aveugle, entre guillemets, une patiente sous traitement hormonal dans un contexte d'échographie strictement normal comme test d'épreuve pour évaluer si oui ou non ces douleurs répondaient au traitement d'épreuve. C'est comme si je vous disais, nous avons une infection, on n'a pas de porte d'entrée à l'infection, on met un traitement empirique antibiotique en attendant ou en espérant qu'il y ait une réponse sur cette question-là. Et vous savez tous, puisqu'en pratique courante, c'est une situation très classique, que le taux de réponse au traitement hormonal dans un premier temps chez les adolescentes est très faible, très très faible. Donc vous avez de très nombreuses patientes entre 16 ans, 17 ans, de 20 ans, qui vont être exposés à des traitements hormonaux sans pour autant qu'on ait de réponse initialement. C'est un des challenges de la prise en charge de ces jeunes patientes. Autre élément important, et qui du coup renvoie à la question d'après, qui est celle de l'impact et de l'origine de la maladie. Et donc là, vous savez également que c'est un sujet surtout pour les patientes et leurs familles. C'est comprendre pourquoi elles ont ces symptômes, faire la part des choses entre une dysménorrhée essentielle d'une dysménorrhée secondaire, et puis surtout, une fois qu'on a fait la part des choses entre ces deux symptomatologies, comprendre si oui ou non cette cause est héréditaire. Et vous savez que de ce point de vue, il y a à la fois des travaux qui sont pro l'hérédité, donc qui disent et qui mettent en évidence un risque relatif entre la maladie et des antécédents familiaux du premier degré, risque relatif qui est estimé de 5 fois ou à 8 fois lorsqu'on a un antécédent du premier degré. Mais vous comprenez bien aussi que cette notion de génétique ne permet pas d'expliquer tous les cas d'endométriose. Et surtout, cette notion de génétique est très culpabilisante pour les patientes et souvent, enfin, pour les mamans de ces patientes, puisque bien souvent, vous les voyez avec leur maman. Et une des questions, c'est est-ce que j'ai transmis ça à ma fille? Et là, c'est difficile de dire, oui, il y a une part génétique, mais en même temps, on n'est pas capable de dire précisément dans votre situation si réellement vous avez transmis quoi que ce soit. Est-ce que ces éléments
vous paraissent cohérents? Ce sont des choses que vous aviez déjà à l'esprit, j'imagine. Dites-moi juste oui sur le chat et puis comme ça me permet moi de... Ok. Le point le plus difficile chez les adolescentes, je dois dire, que c'est vraiment la question de la compréhension des symptômes. Et vous savez bien, et ça c'est bien rapporté dans la littérature, c'est que chez la jeune fille, à l'adolescence, compte tenu du contexte, compte tenu de l'environnement scolaire, l'environnement familial, compte tenu du moment particulier de la vie chez elle, de construction, ben, le ressenti des symptômes est toujours plus bruyant. Que disent les études sur le sujet? Lorsque vous regardez le début des symptômes, vous voyez qu'ils apparaissent très tôt, vers 14 ans, 15 ans, 16 ans. Apparition des premiers symptômes. Vous savez toutes et tous que le diagnostic est posé 10 ans après. C'est le délai moyen de diagnostic. Quel que soit le pays, quel que soit le système de santé, quels que soient les moyens que vous mettez dans ce diagnostic, jusque-là, ça mettait 10 ans. Et lorsqu'on regarde un petit peu l'expression des symptômes chez les jeunes filles et qu'on les compare à des patientes adultes, alors après, on met le cut-off où vous voulez pour la question de l'adulte, 18 ans, 19 ans, 20 ans, et on voit bien que chez les jeunes filles, vous avez bien souvent une expression beaucoup plus importante de la symptomatologie, plus bruyante, plus impactante, et surtout, ne perdez pas de vue que chez l'adolescente, ces symptômes vont impacter la construction de l'estime de soi, la construction de la perception de soi, et vous savez tous que dans ce moment charnière de la construction de ces jeunes filles, par définition, les conséquences sur le plan psychosocial peuvent être beaucoup plus importantes. Je n'ai pas dit qu'à l'âge adulte, il n'y avait pas de conséquences. Elles existent, elles sont formelles, elles sont bien rapportées. Je dis juste que dans l'accompagnement qu'on apporte à ces jeunes filles, évidemment que le traitement hormonal va avoir son impact, mais c'est plus la construction de tout l'environnement de bien-être et d'accompagnement de la douleur qui, à mon avis, est essentiel. Et dans ça, l'accompagnement psychosocial de la patiente et de sa famille. Ça marche pour la contextualisation. Je vous propose d'avancer parce qu'on a pas mal de questions et de sujets sur la question. Et du coup, un des sujets, alors l'hérédité, vous avez vu, je l'ai abordé. L'évolution de la maladie, je dois dire que je sais sans savoir. Alors c'est facile de dire ça. Que dit la littérature sur le sujet? D'abord, vous avez des recommandations françaises qui disent qu'a priori, l'endométriose n'est pas une maladie évolutive. Et je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Pour la simple et bonne raison que les patientes, elles n'arrivent pas à l'âge de 35 ans avec une endométriose sévère plurifocale avec une destruction du rein. C'est un processus évolutif. Lorsqu'on s'intéresse à l'évolution, aux mécanismes explicatifs de la maladie, comme on a pour l'instant très peu d'éléments sur les mécanismes physiopathologiques, on se convainc qu'il n'y a pas d'évolution ou peu. C'est illusoire de penser ça. Oui, c'est une maladie évolutive, mais encore faut-il avoir les données pour pouvoir le mettre en évidence. Une fois qu'on a dit que c'est une maladie évolutive, il y a un élément qui est fondamental, c'est cette question de l'évolution. Pour parler d'évolution, j'aimerais mettre en évidence deux choses. D'abord, la perception, le ressenti et les symptômes de la patiente. Ça, c'est palpable. C'est ce dont les patientes se plaignent. C'est leur réalité et elles ont mal. Et ces mal va avoir un impact sur la qualité de vie. Toutes les données sur le sujet sont très nettes. Avoir des symptômes au quotidien qui vont agir sur la douleur digestive, gynécologique, musculo-squelettique, neuropsychique, fait qu'à un moment, vous avez un impact sur la qualité de vie. Et la qualité de vie, ce n'est pas simplement comment est-ce que je vis au quotidien, c'est ma vie professionnelle, ma vie familiale, ma vie scolaire, ma vie sexuelle. C'est toutes ces dimensions-là. Et ça, c'est la perception. Et je vous invite grandement à tenir compte de cette perception parce que, quels que soient les résultats que vous aurez, c'est-à-dire le palpable, l'objectif, l'IRM, l'échographie, sachez que l'IRM et l'échographie se trompent beaucoup plus souvent que ce que les patientes ressentent. Et donc, j'aimerais distinguer deux aspects. La perception de l'objectif de ce qu'on voit. Quand on parle d'évolution de ce qu'on voit, les imageries, est-ce qu'entre deux examens, fait un an d'intervalle, un semestre d'intervalle, on voit des évolutions? La réponse est oui, avec et sans traitement, dans un sens et dans l'autre. Sachez également que lorsqu'on regarde quelle est l'évolution naturelle de la maladie sans traitement, lorsqu'on suit des patients diagnostiqués par une imagerie et qu'on refait cette imagerie sans traitement, on a globalement les chiffres suivants. 50% d'entre elles ne bougent pas. 25% d'entre elles vont se développer et vont avancer naturellement en se dégradant. Et vous avez 25% des situations où vous avez une régression des lésions. Du coup, sur cette étude qui est plutôt récente, réalisée sur des effectifs pas très volumiques, puisque c'est une étude qui est réalisée chez moins de 150 personnes, vous avez la compréhension que sans traitement, la maladie peut évoluer dans un sens et dans l'autre, mais que dans la majorité du temps,
quand vous faites cette évaluation sur un intervalle de un semestre, entre deux examens, bah, la grande majorité des patientes évoluent que très peu. C'est fondamental à avoir ça à l'esprit, puisque quand vous expliquez aux patientes la question de la prise en charge de l'endométriose, il y a toujours cette question de comment est-ce qu'on peut les rassurer sur l'évolution, et avoir ces données à l'esprit, c'est vraiment fondamental. Ensuite, les symptômes en eux-mêmes, je dois dire que là, du coup, c'est pas la loi du tout ou rien, mais vous avez autant d'évolution, d'amélioration, de régression ou d'exacerbation de symptômes qu'il existe d'histoires de patientes. Et donc là, à la fois, il faut être précautionneux, il faut être à l'écoute et toujours rechercher s'il y a une évolution dans ces symptômes avec ou sans traitement. Donc, à cette question de comment évolue l'endométriose, comment évoluent les symptômes, ben, je dois dire que dissociez bien dans le dialogue que vous avez avec vos patientes de ce qu'on voit, de ce qu'on a comme argument probant, des éléments de diagnostic qui sont liés aux symptômes et de l'écoute des malades. Et là, du coup, c'est toujours bien d'avoir ces deux aspects. Et comme l'endométriose est une maladie complexe et hétérogène et difficile à appréhender, vous savez bien qu'il y a des patientes qui ont de très grosses endométrioses destructives sans symptômes. Et à contrario, des patientes avec des petits millimètres d'endométriose, pas plus grands que quelques millimètres, et une qualité de vie altérée, voire même le handicap. Et du coup, la question d'après, c'est comment est-ce qu'on explique ces discordances? Faustine, je vous vois, vous avez l'impression que vous voulez intervenir. Non, du tout. Il y avait une question déjà. Je vous en prie. Qui a été posée sur le chat du docteur Boudoumi qui demandait que faire avec les ados qui consultent aux urgences pour dysménorrhée. Est-ce qu'on fait une IRM pour toutes? Alors, le tout ou rien l'endométriose, c'est difficile. La consultation des patientes endométriosiques pour des crises douloureuses, vous le voyez chez les adolescentes et vous le voyez chez les autres patientes. Bien qu'elle soit équilibrée, vous verrez que ça fluctue beaucoup par épisode de crise. Et si vous les interrogez, vous verrez que souvent ces épisodes de crise sont marqués par deux choses: apparition brutale de la douleur, tétanisation et puis souvent augmentation du volume abdominal. Vous verrez que ces simples éléments d'interprétation de leur douleur vont vous permettre de connecter avec ces malades-là parce que vous allez du coup les comprendre. Et comprenez-les parce que du coup, elles ont raison en vous racontant qu'elles ont mal brutalement. Donc, en fait, toutes les patientes sont exposées à ces crises douloureuses. Au moment où je vous parle, je n'ai pas connaissance de structure capable de gérer la douleur aiguë chez la patiente endométriosique autrement que dans le cadre d'une urgence classique de la douleur. Donc, quand vous me dites qu'est-ce qu'il faut faire devant la gestion d'une adolescente avec des douleurs, d'abord l'écouter, essayer de trouver des médicaments qui puissent la soulager dans l'immédiat, et puis ensuite remettre tout ça dans un contexte général. Dans le cadre de l'urgence, c'est impossible. Si déjà on les soulage, et puis on leur donne un contact privilégié, je ne vous laisse pas toute seule avec votre douleur, dans l'immédiat, on vous soulage, voyez telle personne qui va pouvoir vous accompagner, ou voyez telle autre qui va pouvoir vous aider dans le diagnostic. Est-ce qu'on fait une IRM dans le cadre de l'urgence? Je ne crois pas que ça soit une bonne pratique. Mais c'est pas parce que je ne crois pas que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, hein. Rien au niveau mondial ne nous interdit de faire une IRM à une patiente qui se présente pour douleur aiguë dans le cadre d'une suspicion d'endométriose. Aucune recommandation ne va dans ce sens-là ou dans le sens contraire. Faites-vous confiance en tant que médecin et posez-vous la question de est-ce que ça va changer quelque chose à mon diagnostic ou est-ce que ça va changer quelque chose à ma prise en charge dans l'immédiat. Si vous avez cette perception-là, faites-la si vous pouvez le faire. Mais faites-vous confiance dans la gestion des examens à ce moment-là. Bien sûr que le plus important dans ces contextes de douleur aiguë, c'est d'éliminer les diagnostics différentiels, la torsion ovarienne, la grossesse extra-utérine, la fausse couche éventuellement hémorragique, et puis parfois, mais c'est moins probant, les douleurs que vous avez en fosse iliaque droite cataméniale typiques de douleurs de fosse iliaque droite en rapport avec une endométriose de l'appendice ou de cette zone-là, qui souvent conduisent ces patientes-là à être opérées très tôt. Donc, je dirais, écoutons ces patientes-là, trouvons le bon examen pour gérer l'urgence, soulageons-les, et puis après, la question de l'IRM, elle peut apparaître évidente dans un second temps. Question d'après, si vous voulez bien. Du coup, vous voyez que là, je switch complètement à autre chose. Et là, je rentre dans le dur de la maladie. 35 ans, pyélonéphrite aiguë à l'échographie, masse annexiale ovarienne, et là, vous avez une endométriose avec une dilatation des cavités pyélocalicielles. Cette situation-là, elle est peut-être caricaturale, mais je dois dire que vous devez la rencontrer parfois devant des épisodes de pyélonéphrite aiguë. Souvent, quand je vois des patientes à ce stade-là, de dilatation des cavités pyélocalicielles, ce sont des patientes dans leur histoire qui ont déjà eu une, deux, trois, voire quatre échographies, voire même une IRM, et on est passé à côté de ces formes sévères de la maladie, ces formes latérales, ces formes compressives au niveau urétéral. Alors ici, l'enjeu, il est double. D'abord, de s'assurer que le fonctionnement rénal est normal. Donc je dirais, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, vous êtes devant un épisode de pyélonéphrite aiguë. Donc on va traiter
on va traiter la pyélonéphrite. Donc, on va faire du symptomatique. Je ne rentre pas dans le détail, vous savez le faire mieux que moi. Ensuite se pose la question de la cause. La cause, elle est multiple ici. Elle peut être compressive extrinsèque, avec une masse ovarienne qui va venir compresser l'urtère, première possibilité, mais elle doit aussi vous emmener à comprendre que lorsque vous avez une endométriose sévère et que vous avez une formation kystique de 10 cm, dites-vous que c'est la partie émergée d'un iceberg et que cet iceberg, il faut que vous alliez le creuser. Réflexe, pyélonéphrite, endométriose, éliminer une endométriose latérale de ce qu'on appelle le paramètre ou de ce qu'on appelle encore plus loin la lame recto-sacro-génito-pubienne. Tout ça pour dire que ne vous contentez pas simplement de mettre cette endométriose sur le simple fait d'un kyste. Oui, c'est possible, mais éliminez les formes plus sévères de la maladie. Donc, j'insiste, réflexe, on élimine une forme sévère, donc on a un radiologue référent, on a un radiologue expérimenté, on a un radiologue qui est capable de nous apporter des éléments probants. Voilà à peu près les réflexes qu'on peut avoir sur ce premier dossier, qui est un dossier classique de pratique courante. Et puis, s'il y a une dilatation des cavités pyélocalicielles, on va rechercher un impact sur le fonctionnement rénal, sur le plan biologique, urécréate, sur le plan scintigraphique, fonctionnement général, avec une évaluation surtout du fonctionnement avec un uroscan. Et là, vous avez à peu près, à ce moment-là du dossier, une idée générale de la situation. Alors, est-ce que c'est une situation qu'on rencontre souvent? Moi, je la rencontre souvent dans le cadre du centre expert, mais vous, vous la rencontrez parfois, surtout devant des situations de formation kystique ovarienne, plus de 5, 6, 7, 8, 9, 10 cm. Si vous avez un kyste de 5, 6, 7, 8, 9, 10 cm, réflexe, on évalue le compartiment latéral et donc on demande une IRM avec un radiologue expérimenté ou un échographiste expérimenté. Alors, merci, professeur Bentifala. Il y a une autre, enfin même deux autres questions. La première, savoir quels sont les caractères de la douleur endométriosique par rapport aux autres dysménorrhées. Merci pour cette question, Faustine. Et je crois que c'est Amel qui a posé cette question-là. Oui, tout à Il fait, est pardon, difficile. tout à fait. C'est le docteur Amal Boudoumi. Bon. Il est difficile sur le plan sémiologique de réussir. Alors, il y a des descriptions, puisque classiquement, dans ce qu'on connaît de la maladie, il est dit que la dysménorrhée essentielle, généralement, elle apparaît à l'adolescence et elle cède très rapidement. Est-ce que je peux avoir un peu moins de bruit à la maison, s'il vous plaît, les filles? C'est mes filles, je suis désolé. C'est l'heure où, évidemment, pour coucher tout le monde, c'est difficile. Donc, je vous disais, il y a une dysménorrhée essentielle qui apparaît à l'adolescence, qui généralement est unique, n'est pas associée à d'autres symptômes. Donc, je vous disais, dysménorrhée essentielle, apparition à l'adolescence, disparition au bout de 2-3 ans et sans autres symptômes associés. A contrario, la dysménorrhée qui est associée à quelque chose de secondaire, à l'endométriose, va faire apparaître d'autres symptômes associés, des symptômes digestifs, des symptômes musculo-squelettiques, des symptômes d'autres gynécologiques avec des saignements abondants. Ça, c'est ce qui est décrit dans les bouquins. Et vous allez me dire, mais en fait, les adolescentes, même avec ou sans endométriose, elles ont toujours ça. Elles ont toujours des symptômes digestifs. Elles ont toujours des symptômes musculo-squelettiques. Et c'est là où c'est difficile en réalité. C'est que sur le plan sémiologique, très difficile de séparer une endométriose d'une dysménorrhée, d'une endométriose, d'une dysménorrhée d'autres origines. Merci, merci pour votre retour. Alors, il y avait également une question qui concernait donc ce cas clinique avec la patiente de 35 ans. Le docteur David demandait si c'était donc, il y avait, enfin, il écrivait échographie opérateur dépendant en posant la question. C'est bien rapporté dans la littérature et surtout dans les recommandations. C'est que si vous avez fait une première échographie et que celle-ci est normale et que vous avez une discordance, la suite logique, c'est de demander une IRM ou une échographie par un opérateur expérimenté. Et bien évidemment, et ça dans la littérature, c'est assez bien démontré, que l'expérience et l'expertise de l'opérateur peut changer radicalement la question du diagnostic. Merci. Dans la suite des questions sur le chat, donc le docteur Hetz qui demande s'il existe une discordance clinique radio. Est-ce qu'on peut poser cliniquement le diagnostic d'endométriose? Une question difficile. Alors, quand vous prenez les recos, elles disent, vous devez interroger les patientes, vous devez les écouter et vous pouvez leur proposer un examen clinique.
L'examen clinique pour le diagnostic de l'endométriose, notamment pour les situations les plus complexes, c'est un examen clinique les plus difficiles qui puisse se faire. Pourquoi? Parce que la maladie n'est pas si évidente que ça. Et donc, du coup, ça demande un certain niveau d'expérience dans l'examen clinique. Dans mon expérience de l'examen clinique, elle est importante, puisque j'ai travaillé sur le sujet et j'ai aussi publié sur le sujet. Dans cette notion de diagnostic et de discordance, c'est hyper difficile, en dehors de main entraînée, de faire le diagnostic d'endométriose. D'accord, très clair. Merci, merci pour votre retour. Une question juste sur le test salivaire justement du docteur Cathy Ledoux, savoir où en sont les dernières études. Alors, c'est un sujet que je connais bien, puisque je suis le premier auteur de toutes les publications sur le sujet. Les dernières études, alors les premières études disent quoi? Disent d'abord qu'il est possible dorénavant de diagnostiquer l'endométriose à partir d'un test salivaire. On pourrait y passer des heures et des heures, mais disons que je la fais bref, parce qu'il y a plein d'autres sujets à aborder. Ensuite, on a fait une première étude qui a été très probante, avec une performance qui est la meilleure performance actuellement dans les examens et les outils diagnostiques. Une deuxième étude a été réalisée sur 1000 malades, qui est maintenant terminée, qui a été publiée dans le New England Journal et qui dit, quand on valide ce résultat, eh ben, il est validé et ça marche. Donc, où on en est? Ce test salivaire est actuellement en cours d'évaluation par la Haute Autorité de Santé et donc, on s'attend théoriquement à une évaluation par la Haute Autorité de Santé pour une utilisation en pratique courante le plus tôt possible, à un moment du parcours de soins où on en a le plus besoin, surtout pour les patientes les plus discordantes et les plus difficiles. C'est-à-dire quand vous avez une patiente douloureuse, que vos examens ne vous ont pas permis de diagnostiquer l'endométriose, le test salivaire apparaîtra à ce moment-là pour rendre service et passer ce moment ou ce cap difficile du diagnostic dans les situations complexes. Voilà en quelques mots. Merci pour ce retour bref et très clair. Le docteur, genre, je lis un petit peu ce qui se passe sur le chat, le docteur David commentait justement en disant qu'il avait entendu un ado, enfin, une ado, pardon, avec dysmonorrhée, douleur côté à 7 et plus, égale correspondant à une endométriose. Probabilité, oui, mais en réalité, non. Si on s'intéresse qu'aux symptômes, sachez qu'actuellement, dans le monde, et puis notre dernière étude sur 1000 malades le démontre bien, aucun symptôme ou aucune combinaison de symptômes ou aucun regroupement de symptômes, quel qu'il soit, sous forme de score, sous forme d'association ou de combinaison, ne permet de poser le diagnostic de l'endométriose à 100%. Donc oui, c'est bien de garder en réflexe que dysménorrhée supérieure à 7 chez l'adolescente égale endométriose, mais pour tous ceux qui voient des adolescentes ici, et j'imagine un très grand nombre, et c'est quasi une certitude, quand vous leur demandez quel est le VA, elles vous diront tout le temps qu'elles ont 7. Or, elles n'ont pas toutes de l'endométriose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut se garder d'avoir, ce n'est pas pathognomonique, c'est une présomption, oui, en probabilité, oui, mais la notion d'endométriose chez l'adolescente, vous savez, elle est discutée, discutable. Donc, dire que c'est égal, c'est pas toujours vrai. D'accord. Entendu, très clair. La dernière question sur le chat était celle du docteur Abdel qui demandait votre avis de l'intérêt d'une colonoscopie pardon, pour le diagnostic, pour aider pour l'aide au diagnostic, pardon. J'ai mon point de vue et je vous le donnerai peut-être. Voilà ce que disent les recommandations. Les recommandations européennes disent, chez toutes les patientes, adolescentes et adultes, lorsque vous arrivez dans une situation de discordance, vous avez une patiente douloureuse, vous avez des examens d'imagerie non contributifs, la question de la célioscopie diagnostique doit se poser. Ça, c'est ce que disent les recommandations. Et donc, vous voyez bien que cette question de la célioscopie doit être à la fois exceptionnelle et vous ne devez la réserver qu'en énième situation quand vous avez fait votre maximum pour poser le diagnostic. Le problème de l'endométriose, c'est que ça concerne des milliers, voire des millions de patientes. Donc évidemment que ce qui devrait être exceptionnel ne l'est pas en réalité, parce que de très nombreuses patientes vont être exposées à cette possibilité. Une fois qu'on a dit ça, du coup, on dit que la célioscopie arrive en énième possibilité et dans des situations exceptionnelles. Le problème de la célioscopie, c'est que sa sensibilité, c'est 94%, sa spécificité, c'est 79%. Donc ça veut dire que même quand vous faites une célioscopie, vous pouvez vous planter. Vous voyez ce que je veux dire? Évidemment que même avec un examen invasif, on peut se planter. Donc ça pose toute la question de la légitimité de cet examen. Ce qui renvoie donc au niveau d'expérience, et même pour les célioscopies diagnostiques pour l'endométriose dans les situations complexes, vous devez faire appel à une équipe expérimentée ou à des chirurgiens expérimentés. Merci.
Euh, alors, dans la suite des questions, le docteur Alili qui demande s'il existe des marqueurs biologiques qui permettent de faire le diagnostic endométriose avant l'écho et l'IRM. Non, aucun. 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 Voilà. Dans les recommandations anciennes, peut-être apparaissait le CA125. Je sais qu'en pratique courante, le CA125 est souvent réalisé, mais il n'y a aucune place aux marqueurs, au dosage des biologiques ou de marqueurs dans l'endométriose actuellement. Recommandations françaises, recommandations européennes, recommandations internationales, aucune place à ces marqueurs. Le seul place qu'il pourrait y avoir, c'est si vous êtes dans un contexte d'endométriose ovarienne, avec un kyste suspect en échographie ou en IRM, et que vous vous posez la question éventuellement du caractère suspect de ce kyste à travers un CA125 ou éventuellement un score ROMA plus vraisemblable. Autrement que cette situation dans un kyste douteux, il n'y a pas de place à un CA125, encore même et encore plus quand c'est simplement un kyste d'endométriose classique qui est décrit. Très bien. Merci. Sur les études, notamment, qu'en est-il de la dernière étude japonaise sur l'endométriose et l'action des antibiotiques? C'est une étude d'abord hyper intéressante parce qu'elle modifie notre façon de réfléchir sur l'endométriose. Deux, les résultats, je les considère comme étant préliminaires, mais très novateurs. Et trois, pour l'instant, ça n'a pas d'application concrète en pratique. D'abord, il faut pouvoir être capable de pouvoir reproduire ces résultats sur une population différente que celle japonaise. Donc, ça s'appelle la validité externe, ce n'est pas toujours clair. Donc, il faut une étude à plus grande ampleur, donc plus de monde, plus de patients de tous les pays, ou en tout cas de pays différents, puisqu'on sait bien que l'impact de l'ethnicité sur la maladie est probant. Et puis ensuite, pour l'instant, ça n'a pas forcément de traduction pratique, mais c'est une bonne piste de réflexion pour l'avenir. Super, merci. Le docteur Abdel qui demande également à quel moment référer une patiente dans un centre qui est spécialisé pour l'endométriose. Alors, pour ce sujet-là, sachez que depuis maintenant 3-4 ans, vous avez depuis la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose 2019, le président Emmanuel Macron avait proposé une feuille de route très claire. Parmi les axes de travail, il y avait la question des filières de soins. Dans la question des filières de soins, vous avez une question de hiérarchisation avec les soins de première intention, les soins primaires, deuxième ligne, troisième ligne. Dans cette logique-là, en hiérarchisant les différents interlocuteurs et les différents intervenants à différents moments du parcours de soins, on devrait à terme arriver à un parcours de soins qui soit hiérarchisé, coordonné, planifié, personnalisé et filiarisé. Et tout ça pour dire que c'est un vœu pieux, on y arrivera certainement, mais au moment où on se parle, aucune étude ne permet de dire quel est le moment où vous adressez en centre expert. Donc, du coup, le centre expert est destiné à quoi? Probablement aux formes les plus sévères de la maladie. Probablement à toutes les situations où vous vous posez la question d'une préservation de la fertilité. Probablement aux situations d'urgence. C'est quoi les situations d'urgence? Atteinte digestive avec sténose. Atteinte digestive avec compression extrinsèque sur le plan urétéral. Atteinte digestive. Atteinte latérale avec compression et atteinte rénale. Endométriome ovarien volumineux, 8, 9, 10 cm, qui du coup va avoir un impact sur la réserve ovarienne. Et puis parfois les formes hyperalgiques résistantes à toutes les thérapeutiques, où évidemment que dans ce contexte-là, l'avis d'un expert chirurgien va avoir du sens pour se poser la question de la légitimité d'une prise en charge chirurgicale dans ce contexte. À part ces situations-là, qui sont des situations très caricaturales, je n'ai pas de véritable critère pour vous dire adresser en centre expert ou centre spécialisé. Merci pour votre retour et vos conseils. Si on continue donc sur toutes ces questions, le docteur Davy qui demande, sa question est simple, endométriose et adénomiose. Endo ou AD. Alors, par où on commence? On pourrait passer 2 heures. Par où on commence? Je ne sais pas par où commencer. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'endométriose, on est à la préhistoire. L'adénomiose, on est, à mon avis, avant le Big Bang. Voilà, pour faire simple. Donc, une fois qu'on a dit ça, l'adénomiose commence à être caractérisée. Je vous rappelle juste que l'adénomiose, alors l'endométriose, c'est la présence de tissus qui ressembleraient au tissu endométrial et qui viendraient se fixer à d'autres endroits, sous une forme superficielle, sous une forme profonde ou sous une forme kystique.
L'adénomiose, c'est une entité de l'endométriose qui a été distinguée, puisque dans ce contexte-là, vous avez de ce tissu endométrial ou qui ressemble au tissu endométrial qui viendrait s'insérer dans le muscle, donc dans le myomètre, et qui viendrait entraîner une adénomiose focale diffuse. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'adénomiose interne. Et puis après, vous avez de l'adénomiose externe qui est plutôt dans la cavité utérine, dans la cavité pelvienne, pardon, et qui se développe par contiguïté. Une fois qu'on a dit ça, actuellement, le diagnostic de l'adénomiose, théoriquement, il devrait être histologique. Donc, il devrait conduire à faire une hystérectomie à plein de femmes pour avoir le diagnostic probant. Vous comprenez bien que ce n'est pas éthique, ce n'est pas faisable et on ne le fera jamais. Une fois qu'on a dit ça, du coup, les outils diagnostiques sont l'écho et l'IRM pour le diagnostic de l'endométriose. Donc, écho et IRM, au moment où je vous parle, pour moi, dans mon expérience et par rapport à toutes les discussions que j'ai avec des radiologues experts sur le sujet, on est sur une pertinence qui est de l'ordre du hasard. On a des surdiagnostics et on a des sous-diagnostics. Donc ça veut dire qu'au moment où on se parle, la symptomatologie ne permet pas véritablement de séparer l'une de l'autre. Par ailleurs, souvent l'une et l'autre sont associées. Et enfin, les outils que l'on a de diagnostic ne sont pas forcément très pertinents puisqu'on est au tout début de la caractérisation de la sémiologie à l'imagerie de l'adénomiose. Alors vous allez me dire, oui, il y a des scores, oui, il y a des classifications. Et moi, je vous répondrai oui et oui et oui. Mais en pratique courante, vous verrez que je suis très souvent confronté face à des examens d'imagerie qui sur- et qui sous-diagnostiquent et qui ne me permettent pas réellement d'informer correctement les malades. Voilà ce que je peux en dire. Mais après, on peut en discuter pendant des heures et des heures. C'est clair, merci beaucoup, professeur Mendifala, pour votre retour. Euh, Ensuite, le docteur Tiburce qui demande si le chlordécone, donc le toxique utilisé aux Antilles, a un impact sur l'apparition de l'endométriose. Alors, l'information la plus précise que je peux vous donner, c'est que j'ai discuté avec la juge qui a jugé la question du chlordécone et de l'impact. Et à la fin, vous savez qu'il n'y a pas eu de lien de causalité qui a été mis en évidence entre ces polluants et la maladie, son évolution et puis sa dégradation. Sauf que ça, c'est ce qu'on appelle un résultat juridique. Ce résultat juridique vient se heurter aux résultats scientifiques, c'est-à-dire les études qui sont sur le sujet actuellement connues. Et il est hyper difficile, sur un plan méthodologique, de faire le lien entre ces polluants et l'endométriose. Mais gardez à l'esprit qu'il y a de plus en plus d'études qui mettent en évidence l'impact de ces polluants sur ce qu'on appelle l'épigénétique. Et l'épigénétique, c'est ce qui ferait que, d'abord, on pourrait transmettre la maladie. Secondairement, que cette transmission pourrait perdurer sur plusieurs générations. Et puis ensuite, que le lien direct pourrait du coup être celui-ci entre un polluant et sa maladie et sa sévérité. Dans mon expérience à moi, je recevais des patientes originaires des Antilles et dans les formes les plus sévères de la maladie, c'est les plus sévères que j'ai vues. Et on retrouve exactement ce même raisonnement sur les bassins de population qui sont dans les territoires ruraux avec utilisation de pesticides. Ça, c'est ma perception, c'est subjectif. Je vous ai apporté le résultat de ce qui avait été jugé. Et quand vous regardez l'étude française qui a été réalisée sur des données épidémiologiques en France par Santé publique France, il n'y a pas plus d'endométriose dans les territoires d'outre-mer, il n'y a pas plus d'endométriose sur les territoires ruraux. Donc, il y a la perception, il y a ce qu'on en pense, il y a ce qu'on en voit et ce qui est jugé. Donc, vous voyez, on est dans cette espèce de situation où il est difficile d'avoir des arguments très probants. Voilà ce que je peux vous en dire. Merci. On a déjà évoqué le sujet tout à l'heure, mais c'était si, notamment une question s'il y a une transmission de cette pathologie de la mère à ses filles. Alors, ce n'est pas aussi direct que ça, mais quand vous avez un antécédent du premier degré, ce qui est écrit, c'est les études montrent, puisque c'est des études épidémiologiques, donc vous pouvez être que approximatif, antécédent du premier, du deuxième ou du troisième degré. Et en plus de ça, ne perdez pas de vue que ces études épidémiologiques sont déclaratives, et donc c'est sur des données de registre. Mais oui, il y a une transmission entre un antécédent du premier degré et sa descendance, avec un risque relatif de 5 à 8. Très bien, merci. Également, le docteur Adel qui demande les avantages et les inconvénients d'un traitement hormonal pour les adolescentes pour des dysménorrhées, pardon, avec une discordance clinique et radiologique. Bah là, on rentre dans la question de la prise en charge et de l'accompagnement des adolescentes. Je vous ai dit, et j'insiste là-dessus, le plus important, c'est de les écouter, d'essayer de comprendre le contexte psychosocial et puis le contexte scolaire de ces adolescentes. Évidemment que dans un premier temps,
Le traitement hormonal va faire partie ou peut faire partie quand vous avez un échec des thérapeutiques antalgiques, des anti-inflammatoires, des co-antalgiques de la douleur. Vous pouvez mettre en place des traitements hormonaux. Et de ce point de vue, ce qui est recommandé chez l'adolescente, en raison du moment de la construction du capital osseux, c'est de mettre en place des œstroprogestatifs. Mais vous savez aussi qu'il y a des études, une étude, Visado, qui s'est intéressée au dienogeste chez l'adolescente, avec une moyenne de patientes, l'âge moyen était de 15 ans, sur l'utilisation du dienogeste. Donc, est-ce que je crois au traitement hormonal chez l'adolescente? Oui, mais pas exclusivement. Ça ne résout pas tout. Deux, quoi commencer en première intention? Du moins agressif au plus agressif. Donc, je dirais que de l'œstroprogestatif en allant vers le dienogeste, avec cette idée très importante à avoir à l'esprit, c'est que le dienogeste peut entraîner une déminéralisation osseuse qui peut entraîner un surrisque fracturaire. Et du coup, quand vous arrêtez ce traitement par dienogeste, vous n'avez pas un retour complet à la minéralisation osseuse initiale. Donc, c'est bien un élément intéressant. Son utilisation est démontrée, est appliquée. Alors, c'est une étude sur 123 malades, hein, mais disons que chez l'adolescente, c'est déjà pas si mal que ça comme résultat. Son efficacité est bien rapportée, mais il reste cette question de la conviction et de réussir à bien adhérer, faire adhérer la patiente et sa famille à ce traitement-là. Merci, merci beaucoup. Une question sur le microbiote maintenant, sur justement le rapport entre l'endométriose et le microbiote intestinal et ou le microbiote vaginal. À l'état de recherche actuellement, et c'est à mon avis des intuitions, c'est un sujet sur lequel je travaille également. Et je dirais que pour l'instant, rien ne peut avoir de traduction pratique pour vous au quotidien. Par contre, c'est sûr que l'avenir, là, en tout cas, les voies d'amélioration, d'innovation et de recherche autour de l'endométriose s'intéressent évidemment à cette question du biote, qu'il soit vaginal ou intestinal. C'est indéniable. Merci. Euh, pour continuer, cette fois-ci, une question sur la conduite à tenir devant la découverte fortuite de lésions évoquant l'endométriose en cours d'une césarienne. J'y arrive, j'y arrive. Alors, je disais que du coup, découverte fortuite chez une patiente asymptomatique, à part informer la patiente de la présence d'une endométriose, je ne vois pas autre chose qu'avoir ce devoir de transparence avec notre patiente. Maintenant, découvrir une endométriose au cours d'une césarienne, il y a vraisemblablement un antécédent de césarienne dans l'histoire, j'imagine. Et si la patiente est symptomatique, ça veut dire que vous venez de poser le diagnostic et que du coup, dorénavant, la question qui se pose, c'est de l'accompagner sur la gestion de la douleur puisqu'elle est symptomatique. Alors, pas pendant la grossesse, je dirais, mais en dehors de la grossesse. Si la question, c'est est-ce qu'on doit traiter ces lésions d'endométriose? La réponse est non. Rien n'invite à traiter ces lésions d'endométriose au cours d'une césarienne, surtout pas. Merci. Euh, Du coup, on on est reprend à jour. notre. On est à jour. Cool. C'est bien. On a bien avancé. Du coup, Exactement. situation d'après, j'aimerais l'évoquer parce que du coup, je vois que le temps file et que du coup, en fait, c'est pas 1 heure qu'il nous faudrait, mais c'est 10 heures, mais ça tombe bien parce que c'est prévu. Et en pratique, Exactement. je voulais juste parler de l'AMH et la jeune fille avec endométriose. D'abord, vous savez que euh, la philosophie générale actuellement, et puis du coup, la loi le permet, c'est d'aller vers la préservation de la fertilité et donc la préservation à visée sociétale. Donc, indépendamment du contexte de l'endométriose, on doit collectivement adhérer à ce sujet qui est d'accompagner les patientes et donc d'évaluer la réserve ovarienne. Ensuite, chez les patientes avec endométriose, c'est très clair. Cette discussion-là doit avoir lieu. Et quand vous lisez les recommandations européennes, même chez l'adolescente, il est marqué que les patientes adolescentes doivent être informées du risque d'atteinte de leur fertilité et donc de la potentialité, un jour, de faire appel à la préservation pour les améliorer. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire une AMH à toutes les jeunes filles de 15 ans. Ça veut simplement dire que quand vous avez rencontré des adolescentes, elles ont deux préoccupations. Alors, je vais caricaturer, je ne veux pas choquer, je veux juste caricaturer pour que vous gardiez ça à l'esprit. La première, la grande majorité d'entre elles sont très inquiètes que l'intensité de la douleur puisse avoir des conséquences sur leur fertilité ultérieure. Et là, il faut les rassurer. Et le deuxième élément important, c'est que cette endométriose les empêche en évoluant de procréer quand elles voudront procréer. C'est pour ça qu'il est très tôt nécessaire de les rassurer, de leur expliquer que vraisemblablement que non, et que le jour viendra où on s'intéressera à cette question de la préservation,
Et ça, c'est un élément important. Donc, entre 15 et 18 ans, 19 ans, 20 ans, je dirais que la question de l'AMH ne se pose pas. À partir de 20 ans, la question de l'AMH se pose si vous avez des arguments probants pour une endométriose. Vous avez diagnostiqué une endométriose sur l'imagerie, sur votre examen clinique, et auquel cas, là, il est légitime de faire éventuellement un premier dosage, ne serait-ce que pour expliquer à la patiente que tout est rassurant et que du coup, on est dans une surveillance. À quoi sert l'AMH à ce moment-là? L'AMH, vous savez qu'elle n'est en rien prédictive des chances de conception naturelle. Elle est au mieux prédictive des chances de stimulation et de réponse à la stimulation. Donc, réponse à la stimulation, ce n'est pas la fertilité. C'est deux choses totalement différentes. Il y a un monde entre les deux. Néanmoins, c'est une bonne approximation de comment la réserve ovarienne se comporte dans un contexte donné d'endométriose. C'est encore plus intéressant quand elles ont des formes sévères et c'est encore beaucoup plus intéressant quand elles ont des kystes d'endométriose, puisque là, véritablement, on sait que ces kystes vont impacter négativement la réserve ovarienne. Et donc, du coup, c'est toujours intéressant d'avoir cette réflexion. Donc, acquis, j'ai envie de dire, réflexion de la préservation, réflexe préservation ou réflexe discussion fertilité avec tout le monde, réflexe préservation s'il y a une altération de la réserve ovarienne et évaluation de la réserve ovarienne pour les formes les plus sévères ou les formes kystiques. La finalité, elle est simple, c'est d'intégrer et de faire entrer les patientes dorénavant dans un paradigme général de prévention secondaire, au lieu de devoir à l'avenir avoir à traiter la question de l'infertilité à travers la question de l'altération de la réserve ovarienne, ce qui est ce qu'on a fait depuis maintenant 10 ans. Moi, ça fait 10 ans que je vois des jeunes femmes de 34 ans, 30 ans vouloir concevoir avec des réserves ovariennes altérées, non évaluées, mais c'était logique, c'est une question de génération. Rentrons maintenant dans une génération où on évalue, peut-être par excès, j'ai envie de le dire, mais au moins on aura fait le travail de prévention. Merci. Merci beaucoup. On a une question qui est de savoir quel progestatif peut être utilisé au long cours avec sécurité. Vous parliez tout à l'heure du risque de déminéralisation. Voilà, qu'en est-il? Les progestatifs, c'est un vaste sujet, puisque vous le savez que les progestatifs phares de l'endométriose ont tous été incriminés pour être associés à des risques de méningiome cérébraux. Alors, je les cite pour les citer, mais voilà, il y a le luntéril, il y a le surgestone, il y a le lutéran. Tous ces progestatifs-là ont été très utilisés et les patientes beaucoup ont été très améliorées, mais en même temps, maintenant, le risque est sous contrôle au sens où on ne produit plus ces utilisations de progestatifs-là. Donc, j'ai envie de dire que pour votre confort personnel et dans le niveau d'information que vous pouvez délivrer aux patientes, en termes de progestatif, moi, je n'utiliserai que le dienogeste dans l'immédiat. Le dienogeste, chez l'adolescente, je vous ai dit, il faut une véritable explication à la patiente, à sa famille, puisqu'elle est adolescente et qu'elle va venir avec son papa ou sa maman, et à la patiente elle-même, c'est un droit qu'on lui doit. Et chez les patientes adultes, ce risque est moins vrai et moins inquiétant, et j'ai envie de dire que c'est un sujet secondaire par rapport à la question du traitement progestatif. Dans l'endométriose, euh, dans les recommandations de 2017 qui sont pour moi anachroniques sur la question du traitement, trop anciennes, quand vous prenez les recommandations européennes, vous avez dorénavant ces dienogèses et œstroprogestatifs mis sur le même niveau. Et à mon avis, c'est tout à fait légitime au regard du bénéfice qu'on en attend. Je suis embêté parce qu'on n'a pas traité un dixième de toutes les questions qu'on devait traiter. Donc, comment faisons-nous? Alors, il y a plusieurs solutions. Alors déjà, je me permets parce qu'il y a une question que j'ai loupée et que je voulais quand même poser, qui était de savoir si l'on peut prévenir cette pathologie et comment. Ah, alors, ce qui est marqué dans les recommandations, c'est qu'avoir un mode de vie équilibré permettrait peut-être d'éviter l'évolution de la maladie. C'est quoi équilibré? C'est une alimentation saine, dénuée de pesticides, c'est de ne pas fumer, de ne pas boire d'alcool et avoir une activité physique régulière. En gros, les règles d'hygiène de vie classiques de la vie quotidienne. Je dois dire que ça, c'est ce qui est marqué dans les recommandations, c'est ce qu'on doit proposer aux patientes, mais vous voyez bien que ça ne garantit absolument pas l'apparition de la maladie. Ça ne garantit absolument pas l'évolution de la maladie. Donc, est-ce qu'on peut prévenir? J'ai envie de dire, à part ces éléments-là, pour l'instant, rien de très probant. C'est décevant, mais au moment où on se parle, on n'a pas mieux à se mettre sous la dent, j'ai envie de dire. Merci. Merci pour vos retours, merci pour vos questions. On est à jour
des questions. Je vois qu'il est bientôt l'heure. Mais si vous le souhaitez, s'il n'y a pas d'autres questions, là je vois sur le chat, n'hésitez pas, hein, il nous reste encore deux minutes. Euh, j'en profite Alors, pour... les recommandations de l'Échereux, vous tapez Échereux, PDF, endométriose, et vous avez le site dans lequel vous avez les recommandations pour les praticiens et les recommandations pour les malades. Je vous invite à lire celle des malades parce que vous verrez que le message clé n'est pas tout à fait le même que celui qu'on donne aux praticiens. Et c'est assez intéressant de regarder un peu ce qu'on doit dire aux malades, ce qui est transmis aux malades et ce que nous, on est censé retenir des recommandations. Et pour les recommandations françaises, c'est simple, c'est CNGOF, Haute Autorité de Santé, endométriose 2017, et vous tombez forcément sur le lien qui va vous permettre d'y accéder. Quid de la chirurgie comme traitement? Alors, c'est un sujet que je connais bien, docteur Durand, puisque c'est mon rôle au quotidien. On peut y passer des heures et des heures. Faustine, je suis censé vous Ouais, montrer c'est ce que des j'étais en train de diapos. regarder. Voilà, vous les Euh, avez. Alors, c'est un petit message de notre part. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que malheureusement, on n'a pas le temps de tout aborder. Mais pas de panique, on a une formation en présentiel avec le professeur Bendifala qui va traiter spécifiquement du diagnostic et de la prise en charge de l'endométriose. Donc, toutes ces thématiques seront abordées. Alors, ce sera une formation donc en présentiel. Vous aurez la joie de nous rencontrer, de rencontrer nos experts, qui aura lieu le 16 novembre, qui aura lieu en plus au Parc des Princes. Donc, n'hésitez pas à vous joindre. On a également d'autres thématiques, d'autres formations, que ce soit sur l'obésité avec le professeur Tougnan, le TDAH. La spirométrie, enfin voilà, il y a énormément de thématiques, ça sera convivial. C'est un séminaire, un petit peu de formation qu'on prépare depuis des mois. Il y aura également quelques surprises. Un invité qui est notamment le docteur Ruzakevic, qui est le médecin fédéral national des Jeux paralympiques, qui fera une intervention également, un cocktail. Voilà, tout est créé pour que vous passiez une bonne journée. Une bonne journée. Le professeur Bendy Fala sera là également pour parler de cette formation de l'endométriose et ça durera une journée entière. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous mets dans le chat notre adresse, nos contacts, le lien également pour vous inscrire. On peut vous accompagner. C'est des formations qui sont prises en charge par le DPC et indemnisées. Voilà. Également, je vous remercie pour votre participation. Je vous remercie pour votre présence. Également, merci à Michel pour ta participation. Donc, Michel, directrice marketing de chez Pulse Life. Merci, professeur Bendifala, pour votre intervention. Merci pour vos questions. Voilà, et j'espère qu'on vous retrouvera et qu'on aura l'occasion d'échanger davantage le 16 novembre. Et il y aura un replay qui sera disponible, en tout cas pour cette formation, pour ceux qui souhaitent la revoir. Écoutez, merci beaucoup Faustine, merci beaucoup Michel. Et puis j'ai été ravi de vous retrouver ce soir. Et j'espère vous retrouver très bientôt au Parc des Princes, même si c'est pas forcément mon équipe favorite, mais je crois que voilà, on va faire avec. Il y en aura il y en aura pour tous les goûts. Et honnêtement, ça va être une bonne journée. Et franchement, n'hésitez pas, on vous prépare. Le programme va être chouette et il y aura plein d'autres choses avec. Super. Bonne fin de soirée. Bon dîner pour ceux qui n'ont pas dîné.